Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science dédié à tous ceux qui n'ont pas lu L'origine des espèces et qui le vivent bien, car cet épisode ne sera pas sur Darwin. Pas une seule leçon de biologie, au collège, au lycée ou à l'université, ne commence sans l'histoire de Darwin, de sa théorie, du voyage sur le Beagle, de son escale aux Galapagos, des pinsons et tout ça. Fichez la paix à Darwin. Darwin avait-il tort ou bien raison? Darwin mangeait-il du riz ou bien des pâtes? Et préférait-il le rap ou le death metal? Darwin aurait-il été Charlie? On s'en fiche, il serait temps pour les biologistes de couper le cordon. Car messieurs dames les biologistes, en idolâtrant Darwin, vous créez une icône qui vous fait passer pour des fanatiques. Faisant au passage penser que la théorie de l'évolution est basée uniquement sur la pensée de Darwin. Or, si Darwin est à l'origine de l'un des principaux piliers de la théorie de l'évolution, à savoir l'hypothèse de la sélection naturelle, la biologie a fait quelques nets progrès depuis, notamment en matière de paléontologie, d'écologie et surtout de génétique. Cette dernière discipline était totalement inexistante à l'époque de Darwin, car la notion de gène était encore inconnue. De plus, placer Darwin au centre et à l'origine de l'édifice évolutif, c'est oublier combien l'idée de l'évolution des espèces est plus vieille que ça. Le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin lui-même, était évolutionniste bien avant son petit-fils. Sans oublier le français Lamarck ou bien encore Robert Chambers, et bien entendu de nombreux savants de l'époque médiévale qui, au Moyen-Orient et au Maghreb, ont eu l'intuition de l'évolution des espèces des centaines d'années avant Darwin. Mais ce qui rendait la théorie de l'évolution des espèces peu convaincante à l'époque, c'est le fait que personne ne comprenait vraiment comment les espèces faisaient pour évoluer. Darwin, en découvrant le processus de la sélection naturelle, y a apporté une réponse. La sélection naturelle, c'est quoi au juste? Ce n'est pas une force, ni une forme d'intelligence supérieure à la nôtre, non un rien d'aussi fantaisiste. C'est juste une expression pour qualifier un phénomène naturel de sélection, donc d'élimination non aléatoire quel qu'il soit. Voici un exemple simple. Dans un pays en guerre, plusieurs bateaux s'en vont à la pêche. Un bombardement détruit la majorité de la flotte, seuls les plus petits et les plus silencieux des bateaux parviennent à se faufiler entre les bombes. Les pêcheurs vont-ils reconstruire leurs bateaux exactement comme ils étaient? Non, ils vont construire des petits bateaux, sur le modèle de ceux qui reviennent. Les petits bateaux se reproduisent, mais pas à l'identique, exactement comme nous. Et à chaque bombardement, le processus recommence, rendant chaque nouvelle génération de petits bateaux plus petite et plus furtive que la précédente. Nos bateaux évoluent. C'est aussi simple que ça la sélection naturelle. Rien de magique, rien de surnaturel. Les êtres vivants sont juste des petits bateaux voguant sur l'océan tumultueux de l'existence, et seuls ceux qui arrivent à bon port feront des petits. C'est ça l'idée de Darwin. Mais Darwin n'a pas inventé l'évolution. L'idée d'évolution est née bien plus tôt que cela à partir de la volonté de classifier les espèces. L'une des classifications les plus anciennes et les plus rudimentaires est celle qu'Aristote a appelée l'échelle des êtres. C'est une classification très simple au demeurant. Les cailloux, c'est moins bien que les plantes c'est moins bien que les animaux, et les animaux, c'est moins bien que les hommes. Rigolez pas, je suis sûr que vous vous êtes déjà dit ça au moins une fois dans votre vie. La simple observation de la nature montre néanmoins que certains êtres semblent à mi-chemin entre certaines de ces catégories, et gomment donc les frontières entre les barreaux de l'échelle. Ainsi, les coraux et les éponges, des animaux vivants fixés, sont à mi-chemin entre les plantes et les animaux. Et les singes sont à mi-chemin entre les animaux et les hommes. Il n'en a pas fallu plus pour que l'idée d'une évolution d'une catégorie à une autre germe dans l'esprit de Ibn Miskawayh, grand savant perse qui vivait presque 1000 ans avant Darwin. Même Cuvier, pourtant un fervent défenseur du fixisme, quand il dit « aucune de ces parties ne peut changer sans que les autres changent aussi », passe pour un évolutionniste qui ne s'assume pas. Darwin n'a pas eu une sorte d'illumination miraculeuse sur le Beagle. Son idée est un pur produit des progrès de la science de son époque. Et l'idée de sélection naturelle aurait de toute façon germé sans lui. Et oui, car quelque part à l'autre bout du monde, Wallace découvrait lui aussi la sélection naturelle, et même s'il l'a présentée de façon un peu moins brillante et monumentale que Darwin, cela montre bien que l'idée était dans l'air. Et enfin, ne croyez pas que Darwin ait travaillé seul. Pendant toute sa vie, il a discuté avec son entourage, avec des scientifiques proches de lui. Et beaucoup de gens, de grands penseurs de son époque, ont en quelque sorte brainstormé avec lui. Y compris le redoutable et redouté Cuvier britannique, L'implacable génie de la paléontologie victorienne, la terreur des amphithéâtres universitaires. j'ai nommé le terrifiant Sir Richard Owen. Ah bah il a pas l'air redoutable du tout comme ça. Et puis d'ailleurs, il était pas contre Darwin, Richard Owen? En fait, il était pour l'évolution, mais contre la sélection naturelle. Et puis cette image-là, elle fait référence à l'espèce de paresseux géant découverte par Darwin en Amérique du Sud lors de son voyage autour du monde, et que Richard Owen a étudié à sa demande. Et il l'a nommé Mylodon darwini en son honneur.
alors c'est une sorte de rivalité cordiale. C'est ça. Darwin n'a cessé toute sa vie durant d'écrire et de réécrire, de repenser sa théorie et de l'éditer. Car oui, même Darwin peut se tromper, tout simplement parce que la théorie darwinienne de l'évolution, ce n'est pas une religion, c'est de la science. Et la science sans cesse se repense. L'évolution des espèces est-elle une idée complètement folle sortie de l'esprit génial de Darwin? Vous l'aurez compris, la réponse est non. Mais penchons-nous plus avant sur cette question. Les affirmations extraordinaires appliquent des preuves plus qu'ordinaires pour les étayer, dit-on. L'évolution serait-elle l'une de ces lourdes affirmations dont la charge serait tellement énorme qu'aucune preuve ne saurait la démontrer? La réponse, loin de se trouver profondément enterrée dans le registre fossile ou de se trouver uniquement accessible dans le plus incompréhensible des grimoires de biologie, ne pouvant être déchiffrée que par d'érudits spécialistes se trouvant dans les plus sombres arcanes de la plus obscure bibliothèque universitaire, se trouve en fait juste sous votre nez. Notre monde n'est pas fixe, il est sans cesse en mouvement. Les continents dérivent. Le niveau des mers monte et descend. Le dessin de nos terres varie. Les montagnes croissent puis s'usent, les rivières changent de lit. Le climat change. Et les espèces se déplacent. Sachant que notre ADN ne reste pas fixe au fil des générations, comme en témoigne le simple fait que vous êtes différents de vos parents, eux-mêmes différents de leurs parents, etc., etc. Car notre ADN ne cesse lui aussi de changer. Nous sommes tous mutants, c'est pour cela que vous êtes uniques. Dès lors, comment notre espèce pourrait-elle ne pas changer? Quelle sorte de force incroyablement puissante l'obligerait à rester fixe alors que tout autour d'elle et à l'intérieur d'elle évolue? Le fait que les espèces changent, y compris la nôtre, n'a rien d'extraordinaire. C'est une conséquence logique des conditions physiques et chimiques de notre environnement qui varient tout le temps. Et ça n'a rien à voir avec Darwin, c'est de la logique pure, élémentaire. Le monde est comme un tapis roulant, et si vous ne courez pas à la même vitesse que lui, il vous éjecte. Sélection naturelle. L'hypothèse d'évolution, sous-entendu de changement sans direction particulière, n'est pas une hypothèse lourde. Au contraire, c'est soutenir la fixité du monde et de notre espèce qui est une affirmation lourde, car elle va dans le sens contraire de tout ce que nous pouvons observer. Dire que les espèces ne changent pas, c'est ça l'affirmation extraordinaire, car il faudrait alors expliquer par quels moyens, dans un monde où tout est en constante variation, une entité telle que notre espèce ou n'importe quelle autre ne changerait pas. Mais attention à ne pas confondre évolution et adaptation. L'adaptation, c'est quand cette évolution prend une direction particulière, celle de la survie de l'espèce. Autrement dit, quand une espèce ne s'adapte pas, elle disparaît. C'est d'ailleurs pour ça que la nature a l'air aussi parfaite. Elle n'autorise pas l'existence d'espèces incapables d'endurer son rythme effréné. Nous sommes tous des produits de l'adaptation de par le simple fait que tout le monde ne survit pas. La pollution, la cigarette et sans compter une quantité de mutations horriblement mutilantes tuent des milliers d'embryons humains parfois sans même que leur mère ne se rende compte qu'elles sont enceintes. Nous ne soupçonnons même pas l'existence de ce phénomène et en particulier le nombre de ces mutations dégoûtantes pour la simple mais très bonne raison qu'elles ne donnent naissance à absolument rien, si ce n'est parfois à des spécimens pour muser des horreurs. Et l'air de rien, c'est ça la sélection naturelle. Seuls les survivants vivent assez longtemps pour avoir une chance de se reproduire et de donner naissance à d'autres futurs survivants, peut-être. Mais seulement s'ils survivent, évidemment. Pour conclure, pour que l'évolution n'existe pas, alors il faudrait deux conditions. Primo, que nous soyons tous des clones les uns des autres et que nous nous reproduisions par clonage uniquement. Et deuxio, il faudrait que le dit processus de clonage se fasse sans que la moindre petite mutation ait lieu, aussi infime soit-elle. C'est pas gagné. C'est même pour tout vous dire impossible. En tout cas, ça n'existe ni dans la nature, ni en laboratoire. Et que Darwin ait existé ou non n'y changerait rien. S'il n'avait pas existé, quelqu'un d'autre aurait découvert tout ça à sa place, car une fois l'évolution admise, l'idée de la sélection naturelle devient une évidence. C'est même si évident que plusieurs scientifiques à la fois y ont pensé. En mettant Darwin au centre, vous faites penser que la théorie de l'évolution des espèces ne repose que sur un unique pilier. Et les créationnistes adorent ça, car ça leur en fait moins à démolir. Mais de nombreux domaines de la biologie soutiennent l'évolution, y compris certains dont Darwin ne soupçonnait même pas l'existence. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vouloir comprendre le monde qui nous entoure est impossible sans comprendre les tenants et les aboutissants de la théorie de l'évolution. Car en ce monde, rien, absolument rien, dans aucun domaine, que ce soit de la biologie ou des sciences naturelles, n'a de sens, à part à la lumière de l'évolution des espèces. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de L'origine des espèces. Non, moi je la recommande pas, non, c'est juste un imbuvable pavé sans images et vieux de 150 ans. Non, si vous voulez vraiment faire honneur à Darwin, lisez plutôt le livre Biologie évolutive, écrit par des chercheurs français, et qui est une synthèse de la nouvelle théorie darwinienne de l'évolution, revue et corrigée, sortie en 2010. Au moins, vous serez plus à jour qu'en lisant Darwin directement. Merci à tous.